Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entrepreneurs. Ce soir, nous allons parler des retraites. Vous savez qu'il y a eu de grosses mobilisations sur le territoire national, mais il y a eu aussi des mobilisations dans notre département. Nous avons un plateau spécial ce soir. Il y a des gens qui sont pour la retraite, enfin pour la réforme, des gens qui sont contre la réforme. Ils vont vous expliquer pourquoi et surtout que vous compreniez bien comment ça se passe, quelles sont les différentes choses, comment il faut cotiser. Donc on a un plateau spécial retraite ce soir avec des professionnels et des syndicats donc qui vont se présenter. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci déjà à vous d'être présents ce soir sur le sujet de la retraite. Nous sommes avec monsieur Jocelyn Zou de Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs de Canal 10, bonsoir. À côté de vous, il y a monsieur Jean-Joël Simillon. Bonsoir. Salut, bonsoir. Alors vous êtes le syndicat SEUNSA de Guadeloupe. Je suis le UNSA, c'est l'UNSA. UNSA. UNSA. D'accord, donc syndicat enseignant. L'UNSA est sur le privé et sur la fonction publique. D'accord, bah, très bien. Nous sommes aussi avec monsieur Mario Varro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste pour vous dire aux téléspectateurs, un grand bonsoir et aussi merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors vous, c'est CFTC territoriaux. Oui, je suis le président de la CFTC des territoriaux de Guadeloupe. Super. Et monsieur Dominique Virassamy, bonsoir. Bonsoir madame, heureux d'être sur le plateau et puis je suis heureux en plus d'être la voix des indépendants de Guadeloupe. Exactement, donc vous êtes le président du SNEG et souvent nos entreprises guadeloupéennes. Sabine. En plus, vous êtes habitué, moi c'est Sabine. Tout le monde peut m'appeler Sabine, vous inquiétez pas. C'est comme ça, tout le monde m'appelle Sabine dans l'émission. Alors déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les jeunes, parce qu'on a vu demain, il va y avoir des mobilisations des jeunes, donc de lycéens et de jeunes au niveau des facultés sur le territoire français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la retraite, comment fonctionne notre caisse de cotisation aujourd'hui et pourquoi est-ce que les gens sont contre cette réforme? Vous pouvez commencer, n'importe qui, allez-y. Bon. Doyen. Le doyen. Oui. Donc, en principe, la retraite, c'est un système qui est mis en place pour pouvoir permettre à ce que, lorsque les gens s'arrêtent de travailler, qu'ils puissent percevoir une pension. Bon, c'est vrai qu'il y a une retraite pour les fonctionnaires et il y a aussi une retraite pour les gens du privé, le régime général d'une manière, comme on le nomme. D'accord? Donc, et il y a ce qu'ils appellent la répartition. Bon, les salariés cotisent de manière à ce que la caisse puisse s'approvisionner et puis que lorsque le moment arrive, pour que les gens puissent pouvoir avoir une pension ou une retraite d'une manière générale. Bon, c'est le principe de base, quoi. Voilà, donc pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, pour tous ceux qui travaillent, vous ne payez pas vos propres retraites, hein, vous payez les retraites des gens qui sont déjà actuellement à la retraite. Donc il y a une caisse, un régime général. D'ailleurs, il y a quelques années, on avait fait une émission avec les avocats à l'époque qui étaient en grève justement en Guadeloupe et qui avaient expliqué que eux participent aussi. Ils abondent au niveau du régime général alors qu'ils n'en bénéficient pas. Donc c'est vraiment tout le monde cotise pour payer les retraites actuelles. Et le gouvernement estime, donc aujourd'hui, quand l'État actuel, que la caisse des retraites va être déficitaire, parce que bon, il y a eu les boomers et qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de gens qui travaillent pour payer les retraites, pour cotiser pour les retraites de tout le monde. Alors, je tiens à préciser que le corps donc, a été auditionné et le corps, eux, ils disent l'inverse du gouvernement. Donc, peut-être en cours d'émission, vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Alors, juste pour compléter ce qu'il dit, alors il faut savoir que c'est un système de répartition, donc ce sont des actifs qui payent pour les passifs, d'accord? Donc pour que les gens puissent bien comprendre, un actif, c'est quelqu'un qui travaille, d'accord? Un passif, c'est un étudiant, un retraité, et donc ce qui dit que le citoyen actif, et lui a de côté une main qui paye les études. En France, comme les études sont financées, sont gratuites, d'accord? Et de l'autre côté, il y a les retraités, d'accord? Donc,
comment vous expliquer? Dans un moment donné, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'actifs pour financer tout ça, d'accord? Donc, ce qui dit qu'il y a une rupture d'équilibre, d'accord? Donc, il n'y a pas d'équilibre financier. Donc, comment on peut résoudre tout cela, d'accord? Il y a 3 possibilités. La première possibilité, où on baisse les retraites, d'accord? Ou on augmente, deuxième possibilité, où on augmente les cotisations. Donc, ça veut dire qu'on touche au pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on a une baisse sur sa rémunération, d'accord? Sur le pouvoir d'achat des actifs, hein, d'accord? Donc, la troisième possibilité maintenant, c'est on joue sur les dépenses. C'est-à-dire, on baisse sur les pensions, d'accord, de retraite. Donc, forcément, tout le monde va crier. Oui, les pour pouvoir retraités vont toucher moins que ce qui se touche actuellement. Tout à fait. Donc, personne ne veut cela, d'accord? Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? C'est la bonne question. That is the question. Donc, soit on allonge la durée de cotisation, et pour moi, on travaille plus. Donc, il faut dire aussi qu'en France, on gagne à peu près 1 mois d'espérance de vie. Donc, la longévité a augmenté, d'accord? Donc, l'espérance de vie a augmenté. Donc, on reste plus longtemps à la retraite, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on touche la retraite. Oui, beaucoup plus longtemps qu'avant. Plus longtemps qu'avant, d'accord? Donc, il faut trouver une solution. Et la solution, on la trouve en discutant, en négociant avec le gouvernement ou autre. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille un peu plus longtemps et on paye. Alors, je tiens à préciser que quand on dit que l'école est gratuite, c'est que c'est payé par la société. Hein. Rien n'est gratuit. Hein. Donc, vous payez des impôts et cet impôt paye la scolarité. Allez-y. Oui. C'est-à-dire que lui, quand il vous dit l'école est gratuite, c'est le principe de base par rapport à la société française. Oui. Hein, l'école est gratuite, mais c'est vrai qu'on sait que moi qui ai été instituteur pendant des années, eh bien, je sais que aucun parent n'est venu me donner l'argent. Exactement. Mais l'argent vient des impôts de tout le monde, etc. Donc, Tout à fait. il y a quelqu'un qui paye, de toute manière. Bon. Et cette histoire de baisse, les différentes possibilités qu'il y a, la baisse des pensions, ça crée des difficultés parce qu'il y a des retraités qui sont déjà exempts. Oui. Donc, si on fait baisse des pensions, donc c'est pas bon. Donc, ce n'est pas la meilleure des formules. Bon. Il faudrait peut-être trouver l'argent ailleurs ou encore faciliter le travail des seniors parce que les gens à partir de 55 ans, tout ça, ils commencent à ne plus pouvoir travailler. Oui, c'est difficile. Pas parce qu'ils ne trouver un veulent pas emploi. travailler, mais c'est parce que sur le marché, ils ne sont pas tellement recrutés. Donc, et à ce moment-là, il faut s'organiser, il faut que l'État organise le système du travail de manière à ce que les gens puissent pouvoir travailler plus longtemps, mais pas le plus longtemps dans l'esprit où il faut allonger le moment où on aura le droit d'accès, le droit d'ouverture des droits à la retraite. Parce que nous sommes, à l'UNICEF, nous ne sommes pas pour qu'on puisse modifier et allonger. Alors, quand vous dites l'État, parce que l'État, c'est le premier employeur à ne pas embaucher les seniors, hein, on rappelle quand même. Donc, il pourrait peut-être montrer l'exemple et il pourrait y avoir des choses qui sont facilitées. On sait, par exemple, en ce moment, il y a pas mal de problèmes sur les crèches. On a entendu sur le territoire hexagonal, il y a des enfants qui se sont même évadés. Donc, pourquoi pas avoir des seniors pour former la jeunesse? Ça pourrait être un point intéressant à mettre en place. Allez-y, monsieur Mira. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que il y a une quatrième possibilité qui a été énoncée depuis un temps, c'est augmenter les cotisations des cotisations des entreprises. Et donc, la moyenne qui a été évoquée tourne autour de 14 euros, à peu près 14-15 euros par salarié et par mois. Sauf que si on choisit cette voie-là, il y aura moins d'embauches, puisque le chef d'entreprise n'aura pas plus de bénéfices dans son entreprise, donc il ne pourra pas embaucher. Deuxième chose, c'est que à la sécurité sociale, il n'y a pas que la retraite de base, il y a aussi la retraite complémentaire.
Et là, les entreprises souffrent énormément. Et vous avez parlé de l'État qui accompagne. Mais l'État, je mets au défi quiconque sur ce plateau ou à l'extérieur de m'apporter la preuve que l'État français a déjà fait un chèque pour la sécurité sociale pour ses fonctionnaires. Ça, c'est jamais encore vu. Moi, chef d'entreprise, quand j'ai mon salarié, je lui donne son salaire et je fais un chèque pour la sécurité sociale. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque, je le dis clairement, de m'apporter la preuve que l'État français a déjà fait un chèque de 1 euro pour la sécurité sociale. Donc, il y a une conception financière qui est là. C'est la fiche de paye, c'est noté. Donc, le fonctionnaire est couvert. S'il tombe malade, il n'y a pas de problème quand il part à la retraite. Parce que tout ça, c'est récupéré dans les impôts. Mais l'État n'a jamais encore fait un chèque de sa vie pour ses fonctionnaires. Monsieur Zou, est-ce que vous voulez vous prononcer? Parce que vous êtes aussi, vous n'êtes pas pour la prolongation du temps de travail, enfin pour l'allongement de changer l'âge du départ. Alors, je dis bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Effectivement, nous ne sommes pas pour, parce que tout simplement, les pompiers, les policiers, les gardes forestiers, les éboueurs, donc les égoutiers, font partie d'une population de travailleurs actifs, en fait. On fait la différence entre actif et sédentaire. Et quand on est actif, en fait, on est sujet à partir à la retraite beaucoup plus tôt. Par exemple, chez les pompiers, les droits d'ouverture à la retraite commencent à 57 ans. Et pour partir au maximum à 62 ans. En reportant l'âge légal de la retraite, ça veut dire que les droits vont être ouverts à partir de 59 ans et on pourra partir à 64 ans. Donc, la complexité est comme ça. C'est-à-dire que dans cette catégorie d'agents publics, il serait difficile d'imaginer qu'un policier à 64 ans puisse courir à point voleur. C'est difficile d'imaginer qu'un pompier à 60 ans puisse monter l'échelle, d'accord? Il y a pour sauver des vies. Et ça demande une condition physique à toute épreuve, ça demande de la concentration, ça demande aussi, un état d'esprit où on doit être réactif. Alors, pas parce que à 60 ans, on deviendrait sénile ou autre, hein, c'est juste parce que simplement, ça demande aussi de varier important. Donc, c'est un secteur, en fait, où on doit recruter de manière permanente, en fait. Okay? Et sans s'arrêter. Et quand bien même, lorsque on parle de cette partie d'actifs, de ce secteur où on trouve des actifs, mais je prends aussi des professeurs qui sont des sédentaires. Okay? Un professeur à 64 ans, 65 ans, ça devient compliqué. On est en charge des enfants, on est à la crèche, il faut une AXEM qui doit se baisser, se relever à 65 ans, on a la douleur à l'épaule. Moi qui suis aussi un élu au niveau de ma collectivité, je vois des AXEM qui très tôt se font opérer du bras, des épaules, tout ça. Donc c'est usant. Donc effectivement, on entend tout et n'importe quoi. Bon, il est vrai qu'il faut réformer. Mais avant de réformer, on peut choisir la formule qu'on souhaiterait. On peut tout penser, tout imaginer. Simplement, si à côté, pour faire fonctionner le système, qu'il n'y a pas une juste répartition déjà des richesses, mais aussi du travail. Donc il faut aussi que pour que ça puisse être sauvegardé, que les emplois soient pérennisés. Comment pouvez-vous me dire aujourd'hui, quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans, 25 ans, où on coupe ses droits, il reste tout sur le RSA, il revient travailler, il recommence. Comment calculer sa retraite? Moi, je rappelle aussi, à toute fin utile, lorsqu'on compare la retraite, c'est une façon aussi de se dire qu'on a servi. Okay? Je prends le cas des pompiers. Nous sommes dans un secteur où la pénibilité est vérifiable. Nous sommes aussi dans un secteur où on travaille en décalé. Les horaires sont impossibles. Pour autant, on n'est pas reconnu comme un métier à risque. D'accord? Donc, il y a tous ces paramètres qui entrent en ligne de compte. Et lorsqu'on doit pouvoir mesurer la fatigue psychique, psychologique et physique des agents, c'est compliqué en fait. Donc le problème, c'est que le gouvernement ne prend pas ou plus en compte la pénibilité. Voilà. Le gouvernement ne remet pas en cause la pénibilité. Hein. Alors allez-y. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a une question de choix.
là-dedans, il y a la pénibilité, d'accord? Donc, qui va jouer, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un exemple bien concret pour pouvoir comprendre. Vous avez un ouvrier qui manie un marteau-piqueur toute la journée. Tous les jours. Tous les jours. Pendant 20 ans. D'accord? Donc, cette personne-là, il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose qu'une personne qui travaille dans un bureau ou qui a quand même une certaine tranquillité, même cérébrale, je dirais. D'accord? Donc, ce n'est pas pareil. Le mec, quand il arrive à 60 ans, il est usé. Ça, on ne remet pas en cause. D'accord? Par exemple, vous avez un chauffeur de train à la SNCF. D'accord? On a bien vu qu'ils ont un avantage sur les départs à la retraite qui est de 55 ans. Cependant, qu'à l'époque, souvenez-vous... C'est beaucoup remis en cause, ça. Hein. À l'époque, c'était au charbon. Ça veut dire que le chauffeur, il prenait sa tenue de travail, d'accord, avec sa pelle pour pouvoir alimenter. D'accord? Donc, c'est comme ça que le train marchait. Donc, il y avait des maladies au charbon, donc c'est pour cela qu'il y avait une certaine pénibilité, et c'est pour cela qu'ils ont ramené l'âge de la retraite à 55 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que ces personnes-là sont cravate, chemise, donc ils ont un outil qui manipule avec un joystick, tout et tout. Donc, ce qui dit qu'il n'y a pas de pénibilité lorsqu'on regarde bien. Donc, il faut évoluer avec le monde. Il ne faut pas se braquer en disant que oui, que ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas d'équité. Vous avez un exemple bien concret. Les personnes, les exploitants agricoles qui touchent 500, 600 euros, ces gens-là n'ont pas d'heure, qui travaillent sous le soleil, qui n'arrêtent pas, qui ont des problèmes de gestes et posture, d'accord, qui se retrouvent avec une retraite de 500 à 600 euros. Il faut comprendre que ce n'est pas possible. Mais... Donc, il faut obligatoirement... Là, il faut parler de justice sociale. Et là, je suis tout à fait d'accord pour parler d'équité et de justice sociale. Mais est-ce que justement, comme M. Zou parle de répartition, après je donne la parole, je pose juste une question. C'est pas, par exemple, la SNCF, c'est le très bon exemple. Puisque d'un côté, les gens disent que eux, si ils étaient augmentés, il y aurait plus de cotisations parce que les payes seraient bien meilleures. Et leur argument est de dire que la SNCF, cette année, elle a fait 2,2 milliards d'euros de profit. Donc, elle pourrait augmenter ses charges, payer plus d'impôts pour alimenter la caisse des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? De toute manière, lorsqu'on a parlé de la possibilité d'augmenter les cotisations, mais la cotisation, c'est tant patronal que salarial. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a certainement une possibilité de le faire, mais il faut faire en sorte que de toute manière, que ça ne pénalise pas trop non plus le salarié. Voilà, c'est pour ça que je précise, là on parle pour les grosses entreprises. Leur argument, ceux qui sont contre la réforme, c'est qu'il faut prendre en gros dans la poche des grandes entreprises et pas dans la poche des petits patrons. Je rappelle en substance quand même que, pour bien comprendre, il y a à peu près 16 millions de retraités pour à peu près 28 millions de travailleurs, ce qui représente 1,7% d'actifs cotisants. En gros, il faut baisser le chômage. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que disait M. Siméon, il faut trouver l'argent. Et on n'a pas évoqué, ça fait des années que j'en parle, et j'ai eu le bonheur d'entendre M. Berthelot en parler sur une autre radio, à quel moment on taxe les robots? Puisque aujourd'hui, le travail est dépénalisé d'une manière ou d'une autre, où on a des exosquelettes pour pouvoir soulever des charges. Il y a la grande enseigne qui commence par un A
qui a que des robots qui va chercher les colis. Alors il faut je dis ça, on sourit, mais bientôt dans nos supermarchés de Guadeloupe, je le dis, lorsque le supermarché fermera, le robot prendra la main et ira chercher, pour faire le réassort, il ira chercher les produits pour mettre à côté. Maintenant, moi, comme je l'ai toujours dit, je suis pour la réforme. Je suis pour la réforme, pourquoi? Pour une des raisons. C'est que j'ai noté, j'ai cherché un petit peu, j'ai essayé de comprendre, il y a 800 000 retraités, 800 000 personnes qui sont parties à la retraite et qui ont monté une entreprise après, en auto-entrepreneuriat le plus souvent. Ça veut dire que lorsqu'on part à la retraite, c'est bien pour s'arrêter de travailler. C'est parce qu'on est fatigué, on est usé, on dit maintenant je ne veux plus me réveiller le matin pour aller travailler. Or, à 62 ans, il y a 800 000 personnes qui ont pris leur retraite, qui touchent, machin, et qui montent une entreprise. Le drame, c'est que comme ils ont déjà atteint les 172 trimestres, même s'ils ouvrent l'entreprise, ils vont continuer à cotiser pour l'entreprise et cet argent-là ne se retrouve pas dans la retraite qu'il va toucher lorsqu'il va arrêter de fonctionner. Donc, ce qui veut dire que c'est à fond perdu. Quel intérêt? Si c'est juste pour gagner 200, 300 euros par mois, quel intérêt de payer, d'alimenter les caisses de sécurité sociale alors que cet argent-là est à fond perdu? Donc, je dis que quelque part, c'est pas tout le monde, parce que j'ai bien dit, il y a 15 millions de retraités et il y a à peu près 800 000 personnes qui ont monté une entreprise. Donc si on a la force pour aller travailler quelques années supplémentaires, mais rester dans votre entreprise, et comme ça l'affaire est vissée. Allez-y. En fait, bon, pour répondre à Mario, j'ai du mal avec certaines opinions que je respecte, hein, dont acte. Celui qui travaille, le cheminot qui travaille, effectivement, il n'y a plus de pelle à charbon. Moi, j'entends ça bien. Ok, il est cravaté, costumé, mais c'est l'évolution qui a voulu ça. Mais travailler en souterrain, c'est pénible. Je sais pas, moi, quand je vais prendre le métro, je suis malade. Rester toute une vie à travailler en souterrain comme ça, c'est compliqué. Donc, je crois qu'effectivement, il faut une juste répartition. Mais ne pas créer de la discrimination, ne pas créer de la souffrance, c'est quoi? C'est dire que de mettre tout le monde sur le même piédestal. C'est dire, voilà, aujourd'hui, le marin-pêcheur aussi a sa pénibilité, l'agriculteur, on doit tout prendre en compte. Sauf qu'on a créé des niveaux de différenciation pour justement créer, en fait, ces discriminations. Aujourd'hui, on pourra les gommer. C'est-à-dire, si le cheminot gagne quelque chose et que l'agriculteur devait le gagner aussi, il faut qu'on fasse le même piédestal. Okay? En prenant en compte chaque pénibilité, il n'y a pas plus de pénibilité que d'autres. Une pénibilité, c'est une pénibilité. D'accord? Alors, j'entends aussi mon camarade Massami, c'est Virasami, excuse-moi. Oui, effectivement, à partir de la retraite de 62 ans, on peut passer à la retraite de 62 ans et faire autre chose. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'arrêter qu'a fait l'école et puis on aimer ça. Et faire quelque chose qu'on aime. Après, aussi, il faut encadrer ça. Moi, je dis, lorsqu'on a 72 ans, on n'est pas terminé, on n'est pas fini. Alors, ceci étant dit, par contre, tu m'apprends quelque chose sur le fait que ça ne soit pas reversé quelque part, parce qu'on n'a pas cette vision-là. Non, je n'ai pas cette vision-là. Donc là, aujourd'hui, ce soir, je suis heureux d'entendre ça. Mais ça veut dire quoi? Il faut aussi que l'État, que se mette autour d'une table, qui puisse comment aussi taxer ces gens-là, s'ils font du profit. C'est pas pour autant que ce retraité qui a inventé une entreprise, il aura une meilleure prestation sociale. C'est pas pour autant qu'il ira dans un hôpital 4 étoiles. C'est pas pour autant qu'il sera visité par un médecin haute qualité. Donc, ce qui veut dire. Alors, si mon voisin me le permet, on parle de la retraite à plus de 62 ans, d'accord, ok, 64, c'est ce qui a été proposé. Je voudrais juste donner, je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue, mais je voudrais juste donner quelques moyennes d'années dans certains pays. L'Allemagne, c'est 67 ans, l'Autriche, c'est 67 ans, la Belgique, c'est 64 ans pour les hommes et 61 ans pour les femmes. Il y a le Royaume-Uni à 66, il y a la Russie à 70, il y a le Portugal à 66, ça fait, ils sont tous pratiquement. Alors, j'étais un peu surpris qu'il y a des pays dits totalitaires comme la Chine, 60 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.
Le Japon, c'est 60 ans. Donc j'étais un petit peu surpris. Mais la Chine, c'est parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont très faut qu'ils mettent tout le monde au travail. Mais la grande moyenne des pays sont au-delà de 65 ans. Oui, mais c'est-à-dire que nous disons que de toute manière, ne pas bouger l'âge de la retraite, c'est permettre justement aux gens qui sont fatigués de travailler de pouvoir partir à la retraite sans difficulté. Et ceux qui veulent rester au travail, parce qu'on essaie de demander à ce que le senior travaille davantage, s'il est au travail. Donc, celui qui veut rester à 65 ans, parce qu'on a jusqu'à 67 ans dans la fonction publique si on veut rester. D'accord? Donc, il y a un choix. Même mettre le cursus à 64, ça oblige même celui qui est déjà super fatigué, il ne peut même pas prendre sa retraite parce qu'il n'a pas encore l'âge d'ouverture des droits. Et c'est là où il y a le problème. Tu comprends? Parce que, supposons que moi je dis, bon, je suis en forme, je suis machin. De tout cas, moi je suis retraité et je suis là. D'accord? Bon. Mais, c'est parce que je me sens bien. Je veux porter ma pierre à l'édifice, supporter les copains qui sont au travail, etc. C'est le principe de la retraite à la carte ou la retraite à points. Non, pas la retraite à points. La retraite à points, c'est encore plus compliqué. Oui. D'accord? C'est encore plus compliqué. Donc, nous, à l'UNSAS, on se dit, pas un jour de plus, tout simplement parce que le statu quo sur 62 permet à tous ceux qui veulent partir avant de le partir. Et comme disait Vigasami, s'il se sent bien, et bien, il a ses 43 annuités, et bien, il s'arrête. Et il montre quelque chose. Ça peut permettre d'avoir un jeune qui travaille avec lui, ça peut, etc. Non, mais c'est surtout, M. Siméon, c'est que quand ce retraité monte une entreprise, il vient, parce que nous sommes sur un petit territoire, pardonnez-moi si je concentre la discussion sur notre pays, Guadeloupe, où vous avez déjà des retraités qui partent et qui vont travailler de manière dissimulée, pour commencer. Ça, il faut le dire. Et il y en a ceux qui travaillent de manière déclarée. Mais ces gens-là, et qui sont restés toute leur vie à travailler, par exemple, à l'EDF, eh bien, quand ils montent un truc d'électricité, parce qu'ils ont la capacité de le faire, ils viennent chasser sur le territoire de chefs d'entreprise qui sont déjà installés, qui fait que ces personnes-là, les chefs d'entreprise, ne peuvent pas embaucher. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Alors, juste qu'il faudrait rappeler que, à juste titre, ce qu'il disait tout à l'heure là, M. Virasamy, que la France est l'un des pays les mieux lotis en matière de retraite. Donc, juste pour vous dire que le régime de retraite devrait être universel. Et ça, on est loin de cela. La première des choses, comment peut-on comprendre, d'accord, qu'un député perçoive une retraite à taux plein alors qu'il n'a pas cotisé pleinement? Oui, ça c'est un débat, oui. Ce n'est pas sérieux. Deuxième chose, l'exemple commence en haut. D'accord? Il faut commencer par là. Deuxième chose, c'est qu'un sénateur se retrouve dans la même situation. D'accord? Donc, il faut qu'on ait une réforme qui soit irréprochable et surtout remplie de justice sociale. Donc, il faut parler de justice sociale, dire que aussi, moi, je peux prendre mon cas, je suis fonctionnaire, d'accord? J'aurais pu défendre ma chapelle. Mais, à un moment donné, dans un pays, il faut bien comprendre qu'il faut parler de justice sociale. Il faut que tout le monde se retrouve dans cette réforme, d'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait de disparité. Donc, peut-être... je le dis, que peut-être, je peux peut-être donner une solution. Peut-être qu'il faudrait venir dans le système comme en Allemagne. Absolument. Et là, je peux vous garantir qu'on va régler tous les problèmes. Bon, alors on va lancer la pub et après on va revenir avec le système de l'Allemagne et vous allez nous parler de cette histoire de retraite à points puisque c'était ce qui était proposé avant par le président. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous parlons de la retraite. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de manifestations, de mobilisations. Donc, qu'en est-il
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de retraite? Comment ça se passe sur notre territoire? Nous sommes avec nos 4 invités ce soir. Donc, Monsieur Jocelyn Zou, Monsieur Jean-Joël Simillon, Monsieur Mario Varro et Monsieur Dominique Virasamy. Alors, juste avant la pub, on avait un super débat. Bon, on n'aura pas le temps de parler de cette histoire de retraite à point, mais on reviendra dessus pour ceux qui se posent les questions. Donc là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, allez-y. Alors, la pause pub, on était en train de discuter et j'ai personnellement écrit au président de la République pour soulever un problème. C'est que durant la campagne présidentielle, le président a bien insisté pour dire que les personnes qui ont une carrière pleine pourront bénéficier d'une revalorisation. Je dis bravo, puisqu'on a des indépendants, que les meilleurs cotisants, je parle bien du RSI, les commerçants, et je ne parle pas de personnes qui cumulent retraite RSI plus retraite salariée, je parle intrinsèquement du RSI. Eh bien, les meilleurs cotisants ne dépassent pas 500 euros. Donc, le problème, c'est que si le président de la République conçoit qu'il faille passer de 400-500 euros à 1036 euros, comme ça a été voté pour les agriculteurs, je dis rouleau bravo. Mais pourquoi cette discrimination à l'égard des personnes, justement, qui ont une carrière dans le scie? Parce qu'à cause du RSI, on a eu l'occasion d'en parler, les gens n'ont pas pu cotiser correctement. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces carrières dans le scie? Et j'ai poussé la discussion un peu plus loin, parce qu'il est dit que la Guadeloupe et la Martinique seront les départements les plus vieux de France. J'ai dit bravo, il n'y a pas de problème. Sauf que d'un côté, on a des artisans commerçants qui ne dépassent pas 500 euros. Et donc, ils auront une retraite pour les moins cotisants autour de 100-150 euros. Vous avez des salariés qui auront une retraite à peu près autour de 1200 euros. Et il y a les fonctionnaires dont les 40% de vie chère ne sont pas indexés dans la retraite. Et donc, ce sont ces personnes-là qui vont se retrouver à être les nouveaux consommateurs, les prochains consommateurs des départements d'outre-mer dans la Guadeloupe, et ce seront des retraités pauvres, extrêmement pauvres. Donc, ils ne pourront pas injecter de l'argent dans l'économie de production des Guadeloupéens. Donc, ça me pose un problème. Je ne sais pas ce que pensent mes camarades sur le plateau. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, Dominique, c'est pourquoi nous, à Force Ouvrière, on s'est dit, lorsqu'un fonctionnaire part à la retraite, ça c'est 40%, ce sont les nouveaux pauvres. Avec ceux qui ont une retraite encore faible, quand tu parlais des artistes, des intermittents du spectacle, qui ont certains 150 euros de retraite par mois, 500 euros par mois, tu disais. Mais c'est la même chose en habitant. Je vis ça parce que j'ai une tante qui est dedans, qui a travaillé pour la municipalité. Aujourd'hui, que la retraite, ça dépasse pas 600 euros. Que les collègues me pardonnent, je voulais juste rajouter, c'est un point important, c'est que Guadeloupe, Martinique, Guyane, vous perdez les 40%, mais à La Réunion, ils conservent 35%. 54, pardon. C'est la raison et en Polynésie, c'est 75%. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec tous les députés des Outre-mer, avec M. Servat, on fait une proposition pour que les différents versants de la fonction publique puissent bénéficier des 40%, avec certaines sous-cotisations pour qu'un bon nombre puisse bénéficier de ça quand ils partent. Parce que bon, la loi n'est jamais rétroactive, donc il faut commencer à un point pour pouvoir bénéficier de cette affaire-là. Après, c'est tout compliqué, mais et là, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas une question de... La réforme ne va rien changer, en fait. On va se dire des vérités, ça ne va rien changer. On va garder un actif plus longtemps au travail, et entre-temps, ceux qui sont derrière ne peuvent pas travailler. Oui, les jeunes, par exemple, pour lui payer ils ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail. Ce qui est encore plus pour moi fracassant, c'est lorsque on a des jeunes aujourd'hui qui vont faire des études, donc qui entrent dans la vie active beaucoup plus tard, entre 25 et 29 ans, on va dire en moyenne. Oui, parce que si on doit cotiser 43 annuités, je laisse imaginer aux téléspectateurs, quelqu'un qui commencerait à travailler à 30 ans, logiquement bénéficier de tout son capital à taux plein, devrait travailler au moins jusqu'à 73 ans. Quoi qu'on dise, on nous dit aujourd'hui qu'à partir de 67 ans,
il va bénéficier de. Mais comment faire ça? Lorsqu'il nous manque des annuités pour passer à la retraite, on nous dit non, tu n'as pas fini, il faut que tu prends. Il y a des gens qui partent à la retraite, qui ont même fêté, je connais ça au CHU, qui ont déjà fait fêter. On les rappelle, non, non, il te manque encore 3 trimestres à cotiser, reviens. Donc, pour moi, c'est pas possible de dire que pour moi, l'État va pas faire de bonus. Alors, le gouvernement, lui, répond à ça que quand la personne rentre plus tard, ça veut dire qu'elle a fait des études, donc ça veut dire que son travail, il y a moins de pénibilité. Donc ça, c'est l'argument du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Le problème, c'est que on lui dit qu'il faut faire 43 annuités. Avec la réforme Touraine qu'ils sont en train d'accélérer là, eh bien, la personne ne pourra jamais avoir une retraite à taux plein. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un moment où on va dire, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir, tu n'auras pas de décote. Parce que quand il te manque des trimestres, il y a ce qu'ils appellent la décote. D'accord? Ils enlèvent, s'il te manque 20 trimestres, ils enlèvent 20 fois 30%. 5% par année. Par année. Parce que pour le moment, le trimestre vaut 1,25%. D'accord? Alors, donc, si bien que... Et on peut aller jusqu'à 20 trimestres. Donc, la personne perd à peu près jusqu'à 15% de retraite. De sa pension. De sa pension, d'accord? Ce qui fait que, eh bien, c'est pas costaud, surtout quand on sait, comme il disait tout à l'heure, que la prime de vie chère n'est pas intégrée dans le calcul de la retraite. Et je rappelle que les Antilles, au niveau de... Enfin, même pas les Antilles, l'outre-mer, au niveau des outre-mer entières, c'est beaucoup plus fragile en termes de retraite et que les gens travaillent déjà plus chez nous que sur le territoire national, justement, pour essayer d'avoir le plus d'annuités possible. Par exemple, si je prends la Réunion, l'âge de départ à la Réunion, c'est 64,3 ans aujourd'hui. En Guyane, c'est 65 ans, alors qu'en France métropolitaine, c'est 62 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que nos Antillais, les ultramarins, travaillent déjà 2 ou 3 années de plus pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent. Alors, si je peux me permettre, tout à l'heure là, je parlais de l'Allemagne. Donc, oui. Juste pour pouvoir rebondir de façon pour que les téléspectateurs puissent comprendre. L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mené une politique d'immigration. Donc, ce qui fait que ça va générer des recettes, d'accord, nouvelles, et on aura plus de cotisants. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure là qu'il faudrait peut-être se lancer sur cette voie-là. Parallèlement, vous avez soulevé mon camarade Monsieur Virasamy a soulevé tout à l'heure là la problématique de l'indexion des 40%. Il faut savoir une chose, c'est que la loi sur les 40%, depuis 1950 qu'elle existe, et que nous avions des députés guadeloupéens qui siégeaient, d'accord, et que ces messieurs, ils étaient en train de dormir pendant que d'autres se défendaient, les députés réunionnais, les Polynésiens, tout et tout, défendaient les 52% ou bien les 75%, mais on sait pertinemment qu'ils n'ont jamais défendu que ce soit la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et que jusqu'à maintenant, on n'entend aucun député qui parle justement d'indexer les 40%. Pire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, et le constat est criant, on le voit dans les collectivités, moi je le vois, vous avez des agents qui travaillent beaucoup plus et qui demandent ce qu'on appelle des prolongations d'activité parce qu'ils n'ont pas assez de trimestres, d'accord? Et la loi prévoit que lorsque vous n'avez pas le nombre de trimestres, que vous pouvez, que l'administration ou l'autorité territoriale peut vous accorder à travailler encore plus. Donc, lorsqu'on regarde l'un dans l'autre, je le dis, peut-être que ça va déplaire à certaines personnes, l'un dans l'autre, mais lorsque vous regardez, qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous avez l'allongement de la cotisation. Absolument. Donc, ce qui fait que ce qui engendre une continuité de l'âge aussi des agents. Je vois qu'il y a des agents qui travaillent, ils ont 67 ans, ils ont 68 ans pour pouvoir cotiser un peu plus, pour pouvoir gagner à peu près 700, 800 euros pour certains, parce qu'ils n'ont pas le nombre d'annuités pour pouvoir avoir
une retraite à tout plein. Et qu'est-ce que vous pensez? Il faut se dire par rapport à ce que dit M. Varro, c'est que souvent dans les collectivités, les gens n'ont pas été déclarés, titularisés suffisamment tôt, etc. Et il y a aussi une notion de... Quand ils ne sont pas titulaires, il y a une notion d'argent perçu pour pouvoir valider des trimestres. Donc, si bien que ces gens-là peuvent avoir fait un travail régulier, mais sans pour cela avoir suffisamment perçu d'argent pour pouvoir valider des trimestres. Ce qui fait que leur manque de trimestres, lorsqu'ils sont devenus titulaires, eh bien, à ce moment-là, ils ont déjà 67 ans. Bon, c'est l'âge de clôture, donc ils sont obligés de partir. Mais quand ils ont 65 ans, par exemple, et ils ont des enfants qui sont sous leur compte, etc., ils peuvent avoir une chance d'obtenir 1 an ou 2 ans supplémentaires, etc., dans l'esprit de ce que tu disais là. Mais tout ça pour montrer que le patronat, d'une certaine manière, doit aussi permettre que les gens soient déclarés, titularisés, officialisés, CDIsés, etc., selon le système qu'ils emploient, suffisamment tôt quand la personne est entrée au travail, après stagiarisation s'il le faut, de manière à ce que les gens puissent pouvoir engranger des trimestres immédiatement. Parce qu'après, on se retrouve avec des trucs à tout, etc., et puis ça ne va pas. Et à ce moment-là, la pression n'est jamais forte. Tout à fait. Et c'est ce qu'il disait est juste parce que c'est ce qu'on appelle le rachat. Parce que bien souvent, il faut faire la demande pour pouvoir racheter des années de non-titulaires et que ces personnes-là, lorsqu'on fait le calcul, par exemple, la CNACL, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, fait la simulation pour ces agents-là. Par exemple, ils ont une somme de 6 000, 8 000 euros, voire 10 000 euros à payer. Donc, qu'est-ce que les agents font? Ils disent que non, c'est trop, ils ne peuvent pas payer ça. Donc, ce qui fait qu'ils partent avec une retraite au niveau de la CNACL et une retraite avec soit le régime général ou bien l'IOCANTEC ou autre. Donc, ce qui fait qu'ils sont sur 2 caisses. Et donc, là aussi, c'est une problématique. Mais le gros problème aussi pour les gouvernements, c'est la pléthore de régimes. Oui. On a calculé 42 régimes différents. Hein, et il y en a qui sont... Mais je pense, comme disait M. Varro tout à l'heure, on était en off, il faudrait qu'il y ait 4 grands régimes. Tout à fait. Ce serait mieux parce que quand je vois, par exemple, très rapidement, RATP, EDF, GDF, SNCF, il y a les mines, il y a des personnes de l'opéra, il y a la Comédie Française, et j'ai même vu qu'il y a un régime pour le port autonome de Bordeaux. Oui. Alors, j'étais un peu surpris. Pourquoi spécifiquement port autonome de Bordeaux? Pourquoi pas la Guadeloupe? Puisque la Guadeloupe a un port autonome, mais Marseille a un port autonome, Le Havre un port autonome. Et pourquoi qu'il y a cette discrimination? Et derrière ça, je ne vais pas tous les énumérer. Il y a les marins-pêcheurs, on l'a dit, les agriculteurs, les artisans. Mais il y a aussi des pensions de réversion. De réversion. Alors, faudrait qu'on en parle. Il y a l'ASPA aussi, l'allocation de solidarité de personnes âgées, qui a été revalorisée, puisqu'ils sont passés de 900 des poussières à 1000 euros. Et donc, je trouve qu'il y a une facilité pour l'État d'accompagner une catégorie de personnes et ne pas accompagner une autre catégorie. Et ça, c'est mon combat avec mon association que j'ai entamé depuis cette année avec les parlementaires pour que les indépendants qui n'ont pas une carrière pleine puissent être pris en considération. Alors, ça doit être très intéressant parce qu'on vient d'ouvrir la ligne et on a déjà un appel. Donc, comme ça, vous pourrez répondre. Après, je reviens vers vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais avancer quelque chose que le monsieur vient de dire là au sujet des majorations de vie chère en Guadeloupe, en Guyane et consorts. Et j'ai pris ma retraite, ça fait 15 ans. 2 ans avant mon départ à la retraite, il y a eu l'élection de nos députés, notamment M. Lurel et les autres. Et je leur ai dit à tous les 4 de demander ce qu'on intègre notre 40% de la vie chère des retraités. Donc, il y a le seul qui m'a répondu, c'est M. Lurel. M. Lurel m'a dit, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, on va même enlever les 40% de vie chère. Et jusqu'à présent, je regrette que nous sommes dans une situation, la vie chère est quand même comptée. Et je lui ai dit que ces 40% que nous allons gagner, nous retraités,
on ne va pas le placer dans des pays à l'extérieur, ça va tomber dans la corbeille d'un ménagère. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Allez-y, peut-être si vous voulez rebondir rapidement avant que je donne. Moi, je peux avancer quelque chose. Allez-y. Ces 40%, effectivement, comptent. Parce que quand on regarde bien, en avant les 40% dans le salaire des fonctionnaires, ce sont des smicards. Hein. Et il faut des vérités. Les 40% boostent, effectivement, et les 40% comptent réellement, parce que lorsqu'on voit le prix d'une boîte de sardines ou bien des aliments, même si on fait le panier de la ménagère, avec le bouclier qualité-prix, maintenant on a fait l'usino du prix. Sans nos super députés là, enfin, je ne vais pas entrer dans ça, mais donc la vie est vraiment chère dans cette affaire-là. Mais lorsqu'on parle de la retraite, comme je le disais précédemment, on a des retraités qui sont les nouveaux pauvres. Lorsqu'on sort ça carrément, on enlève les primes, on a tout, on n'a plus rien. Okay? Et entre-temps, ce sont ces personnes-là, comme disait M. Virasamy, qui vont quand même, malgré, comme c'était des fonctionnaires, qui vont pouvoir faire fonctionner l'économie parce qu'ils sont mieux rémunérés malgré leur pauvreté que ceux qui perçoivent 150 €, 200 €. Allez-y, M. Simeon, vous aviez quelque chose à dire. Pour les retraités, hein. Ouais. Ils ne pourront pas aller au restaurant, ni au coiffeur, ni chez les couturiers. La pension de retraite, même pour les fonctionnaires, est très faible. Très faible, ouais, très faible. Juste pour ajouter quelque chose, sur les 40%, comme disait M. Zou, il faut bien comprendre une chose, que nous sommes taxés en charge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos députés ne font pas le job, parce que s'ils faisaient le job, la première des choses qu'ils auraient demandé au gouvernement en disant, mais attendez, mais si vous ponctionnez les fonctionnaires sous les 40%, donc ça veut dire qu'il faut, lorsqu'ils vont partir à la retraite, il faudrait réinjecter cet argent-là pour leur permettre de partir avec une meilleure pension. Donc, comme ils sont en train de dormir, alors il faut leur dire de continuer à dormir toujours. Allez-y, M. Simeon. C'est-à-dire, au contraire, il ne faut pas qu'ils dorment. Bon, ça, c'est fait. On est habitué dans mon émission. Il faut rester réactif. Parce qu'effectivement, cette vision de la vie chère intégrée dans le calcul de la pension, il y a un moment qu'on parle de cela. Bon, mais il ne faut pas oublier que l'avantage de la Réunion, c'est que M. Michel Debré, réunionnais, c'est lui qui a fait la Constitution française, la 5e République. Donc, il s'est organisé. D'accord? Et à ce moment-là, maintenant, c'est à nous de faire en sorte que nos ouvriers, sénateurs, députés fassent le job comme il disait. D'accord? Sauf que M. Simeon, ouais. C'est que la Constitution française a un article, je crois que c'est le premier, qui dit que la France est une et indivisible. Yes. Alors pourquoi il y a une telle discrimination entre la Réunion et la Polynésie et les Dômes? Non, mais nous sommes d'accord sur ça. Il faut s'organiser pour que l'équité revienne. Et en plus, ce n'est pas une équité seulement entre les départements, etc. Mais même à l'intérieur des retraités, il y a les femmes qui n'arrivent pas à avoir le plein régime. Par le fait qu'elles ont arrêté de travailler pour éduquer les enfants, elles sont moins bien payées, etc. Voilà. Et ce qui fait que forcément la pension n'est pas pareille. Donc là aussi, le combat chez nous, dans notre organisation syndicale à l'UNSA, nous militons aussi pour ça, pour que les hommes et les femmes puissent être dans une situation équitable et qu'il y ait l'égalité homme-femme comme on le souhaite et comme ça doit se faire par rapport au fait que nous sommes dans une république où tout le monde est censé être à égalité. Alors, comme je voulais revenir sur un aspect où on a discuté durant la pub, on se rend compte évidemment que la Guadeloupe, on le dit, d'ici les années 2030, 30-40, c'est une population vieillissante. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'actifs. Comment on va pouvoir financer nos retraites puisque déjà il y a une crise de la fécondité, personne n'a fait des enfants, d'accord? D'où l'évocation de l'immigration. C'est une proposition du gouvernement. Il y a cet aspect-là aussi, mais moi l'aspect qui me touche le plus, on a des jeunes qui partent,
mais dont aucune politique n'a été mise en œuvre jusqu'à présent. Il faudrait développer le Donc, travail local. Il y a des centaines de Guadeloupéens, de Martinique et de Guyanais dans tout le monde, y compris en France, mais est-ce que on a pensé, nos politiques ont pensé depuis tantôt le retour? Et ça, c'est important. Et là, c'est pas pensé. Moi, je l'ai encore dit hier soir dans un meeting, on a l'impression que beaucoup de nos politiques ont pensé ont pris le temps à penser comment être réélus, mais comment faire des mandats sur mandat, mais sans jamais penser le territoire. Les territoires, comment là sur la Guadeloupe dans 50 ans, dans 70 ans. Au niveau de mon organisation syndicale, moi je vous dis, nous sommes en train de cabicher, comme on dit en créole, de bien penser, le 10 dans 50 ans, dans 30 ans. Parce que il faut qu'on laisse quelque chose, il faut qu'on transmette. Mais qu'on transmette quelque chose en mieux pour pouvoir, pour que ça puisse se pérenniser. Et là, pour l'instant, rien n'a été mis en œuvre pour que les jeunes Guadeloupéens puissent revenir et peupler le pays. Alors, avant, on a un deuxième appel. J'en profite avant de prendre l'appel pour vous dire, la semaine dernière, on a fait justement l'émission sur les évolutions des institutions mises en place par la région. J'espère que tous les Guadeloupéens sont partis sur la site de la région pour aller noter tout ça et pour aller remplir et donner vos avis. Et après, on verra. De toute façon, je vous fais confiance, messieurs, pour suivre nos élus et voir si tout a été bien fait. Bonsoir. C'est à moi? Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, allez-y. Oui, je voulais poser une question concernant cette émission à la région urbaine. Je suis un ancien agent d'EDF qui est à la retraite depuis 18 ans. Je voudrais savoir, au niveau des gens, on n'était pas à 40%, on était à 25%. OK? Mais nous, on a une retraite qui dépendait entièrement d'EDF. Mais je voulais savoir, concernant cette score de retraite, est-ce que ça va toucher les agents d'EDF sous leur retraite? Merci beaucoup. Alors, justement, c'est une bonne question parce que tout à l'heure, vous parliez du retour. C'est une caisse nationale. Donc, normalement, c'est censé payer tout le monde. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Le monsieur, par rapport à EDF, parce qu'en plus, ils sont en grève aussi aujourd'hui. Le truc qu'il y a, c'est que justement, c'est la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que les anciens, enfin ceux qui sont déjà partis à la retraite, vont se retrouver avec les nouvelles réévaluations? Parce qu'on dit qu'on va réévaluer de manière à ce que les gens ne perçoivent pas moins de 1 200 € pour ceux qui ont eu une carrière complète. D'accord? Mais on sait bien déjà que ce ne sera pas 1 200 pour tout le monde. D'accord? Bon. Mais ceux qui ont un peu moins que ce 1 200, on espère, et justement c'est le combat, c'est pour faire en sorte que personne ne reste sur le bas-côté. Et on a vu le seuil de pauvreté qui tourne autour de 935 €, oui, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça parce que leur pension n'arrive pas jusqu'à ce seuil-là. Donc, ils ont un complément. Ils ont un complément qu'on leur donne de manière à pouvoir arriver là. Et ça, c'est un problème. Donc, si bien que le monsieur qui pose la question, là, savoir est-ce que lui sera dedans, eh bien, justement, c'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que on est en train de travailler, pouvoir négocier, pour voir ce que le maximum de personnes entrent dans cette phase où il y a au minimum 1 200 €. Je voudrais dire quelque chose à la suite de ce qu'a dit M. Zou. J'ai eu la chance d'être sur une autre télé, et j'ai placé ce curseur-là où ça doit être, puisque effectivement, il y a des politiques qui sont en mission dans notre pays, mais ils n'ont pas de projection, ils n'ont pas de vision sur 20 ans pour l'économie de la Guadeloupe. Et donc, moi, j'ai posé la question, vont-ils, à l'aune de l'évolution institutionnelle qui programme, vont-ils rencontrer les organisations professionnelles, parce que c'est encore nous qui avons la maîtrise de l'économie pour apporter une vision de notre pays. Et donc, comme l'émission va se terminer tout à l'heure, je voulais juste dire et rassurer les indépendants que le combat ne fait que commencer, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la majeure partie des indépendants de Guadeloupe ne perçoivent que 100 à 150 € de retraite.
parce qu'il y a eu un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2 du RSI qui était vérolé et qui a trafiqué le mode de calcul et qui fait que les sommes qui ont été exigées étaient tellement exorbitantes que les chefs d'entreprise ont préféré ne pas cotiser pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est vrai que le président, enfin, le candidat Emmanuel Macron avait dit, bien avant qu'il soit président, qu'il allait s'occuper de ce. Voilà, de il cette ne l'a histoire. pas fait. Et il l'a pas fait, effectivement. Et donc, de toute façon, le combat Lui, il a continue. dit beaucoup de choses. Oui, Il tout nous à a fait. dit Startup Nation. Oui, on n'y est pas encore. Alors, Allez-y. juste pour dire, parce que je présume qu'il y a des gens qui posent la question concernant les 40%. Alors, il faut savoir que la loi du 3 avril 1950 a décomposé 25%, parce qu'on parle de prime de vie chère, mais en fin de compte, c'est la majoration de traitement. Donc, ce qui fait que les gens qui sortaient du foie, lorsqu'ils venaient ici, percevaient les 25%. Et après, ils ont créé le décret du 22 décembre 1953 qui a rajouté 5%, donc ce qui fait 30%. Et le décret du 28 janvier 1957 qui a rajouté les 10%, ce qui fait que ça fait 40%. Mais lorsqu'on refait l'histoire des 40%, les 40% étaient uniquement pour les gens qui sortaient du foie. Et c'est après que lorsque finalement les organisations syndicales se sont battues, il a fallu lutter pour pouvoir percevoir les 40%. Et c'est comme ça que ça s'est passé au niveau de maintenant des collectivités, et que les collectivités, que ce soit au niveau des pompiers, que ce soit au niveau des grandes collectivités, des communes, tout et tout, qu'on perçoit les 40%. Donc c'était juste pour que les gens puissent comprendre le mécanisme qui a fait les 40%. Et il y avait même la prime de chaleur que les gens percevaient. Et mes parents m'habillaient en disant, moi, j'ai pas de prime de froidure, je suis en train de cailler en Dans le France. sens contraire, ça ne marchait pas. Oui, je sais, oui. Oui. Allez-y, Alors, allez. Oui, par rapport à ce que disait M. Zou sur les forces vives du pays, il n'y a pas de politique pour les aider à venir. Il y a un combat qui se mène déjà depuis quelques temps, là, parce qu'il y a une jeune association, j'ai vu, qui milite énormément qui s'appelle Alévini, si je ne me trompe pas, pour pouvoir permettre aux jeunes de revenir. Donc là, il nous faudra organiser quelque chose avec les entreprises, avec les collectivités majeures, etc., pour permettre de faire en sorte que les conditions soient bonnes. Monsieur Siméon, je suis très, très prudent, même si Yann, le président, c'est un ami, je le félicite pour ce combat-là. Quand on dit qu'il faut faire venir des gens en Guadeloupe, on a déjà près de 60 000 chômeurs. On fait quoi de ces chômeurs-là qui sont ici? Par contre, s'il y a une enveloppe, puisque nous avons des cerveaux qui sont là-bas, s'il y a une enveloppe pour permettre à ces cerveaux de venir ouvrir une entreprise en Guadeloupe, cette entreprise va générer des emplois. Là, je suis d'accord. Mais si c'est pour prendre des employés et faire venir... Non, mais non. On a bien dit les forces vives, c'est vrai, mais avec les cerveaux qui permettent d'avoir une création, une plus-value, tu vois, et en même temps pour pouvoir créer une famille, faire en sorte qu'il y ait de la naissance qui se mette en place pour que le pays puisse reprendre une activité. Alors rapidement, parce que là on a déjà dépassé, allez-y. Rapidement, moi j'entends effectivement une bonne initiative à Lévini. D'accord, c'est ça. Sauf que, est-ce qu'on a pensé, il faut les faire venir, mais il faut faire quoi? Oui, c'est ce que disait M. Virasamy. Mais il faut quoi? Et parce qu'en réalité, on n'a pas pensé à leur retour. On est resté, on a eu pléthore de possibilités de développer le pays, que ce soit en agronomie, que ce soit sur le plan de transformation, beaucoup de choses. Ça n'a pas été fait. On parle de cyber économie, on peut parler de bleu, de vert économie bleu, beaucoup de choses. Mais c'est resté dans, ça fait bien, c'est de la communication. En réalité, on est un territoire riche, mais dans les faits, on n'a rien produit. Alors c'est pourquoi et j'apprécie, je vais terminer sur ça, on a eu un beau débat, de beaux échanges, oui. Et moi, dans ma position de pompier, j'invite mes collègues, mes camarades à venir à méditer toujours pour garder ces possibilités de passer à la retraite dès 62 ans. Alors, il est vrai que ça évolue parce qu'il faut qu'on soit responsable aussi, il faut le dire. Ceux qui souhaitent prolonger peut-être après, pour
plus pour leurs enfants, pour les études de leurs enfants, s'ils le souhaitent, mais qu'on ait la possibilité de laisser la place aux jeunes. Il y a des possibilités dans la position de nos carrières en termes d'actifs. On ne peut pas penser qu'on va pouvoir mener une activité pleine et totale et entière comme on était plus jeune. C'est pas possible. Donc il faut penser à laisser la place pour que les jeunes puissent travailler. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste 30 secondes. 30 secondes. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il faut faire revenir les jeunes. Mais lorsque vous regardez dans les grandes collectivités ou bien dans les communes ou bien dans les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, vous voyez que nos jeunes partent pour pouvoir faire des études, qui ont acquis des compétences, et pour pouvoir revenir ici. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'ils ne sont jamais recrutés dans les collectivités. Et c'est que des personnes âgées, des fois. Non, mais le pire, non, c'est pas ça. C'est parce que, justement, il y a des embauches de complaisance qui se font. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans ce système. Donc, comme nos députés dorment, comme nos élus dorment, donc il faut leur dire de continuer à dormir et que lorsque le train va passer, eh ben, il va nous rester que nos yeux pour pouvoir pleurer. Bon, ben là, les députés ont été refaits ce soir. Ils sont habillés jusqu'à Noël de l'année prochaine. Donc, messieurs, mettez-vous au travail. De toute façon, nous savons que vous êtes au charbon. Grand forum citoyen Kano Café. Allez-y et remplissez ce questionnaire. Vous pouvez mettre tout ce que vous pensez. Là, c'est organisé. Justement, les députés ont travaillé dessus. On va voir. Et moi, je vous fais confiance, messieurs, pour suivre ce dossier. La semaine prochaine, nous allons parler de voitures. Comme vous le savez, un jour, nous avons reçu monsieur Henri Bistoquet, qui était un économiste, qui a fait un livre. Effectivement, en Guadeloupe, on consomme beaucoup de voitures, on consomme beaucoup de choses que l'on ne produit pas. Donc là, il y a des nouveaux métiers qui arrivent sur le territoire. On va en parler la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut développer, avec toutes les voitures qu'on a, des métiers, des emplois d'avenir dans ce secteur? Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir. Bonne semaine à tous. Merci, messieurs. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Pareil, Merci, bonne soirée à tous.